Heu, Tu parles de la liste des crimes, on ne sait pas par quoi commencer, hein, quand on pense à Monsanto. Je rappelle que c'est une multinationale américaine qui a été créée au début du XXe siècle, dans le Missouri où elle siège toujours d'ailleurs et qui est considérée comme l'une des multinationales les plus controversées de toute l'histoire industrielle, hem, qui, depuis plus d'un siècle donc, persiste à mettre sur le marché et à maintenir sur le marché, des produits, éminemment toxiques, dont elle sait d'ailleurs qu'ils sont toxiques. Alors, l'un des plus célèbres, tristement célèbres, ce sont les PCB. Ce sont des huiles chimiques qui étaient utilisées dans les transformateurs électriques depuis les années 1930 et dès les années 1930, hem, Monsanto savait que ces produits étaient, très, très toxiques et ils ont accumulé des données secrètement, qui montraient que ces produits pouvaient produire enfin, déclencher des cancers, provoquer des troubles de la reproduction, et en plus étaient des produits qui, ils font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants, les fameux 12 salauds, c'est comme ça, hein, salauds, de la convention de Stockholm. Parce que même s'ils sont interdits, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'on n'a plus le droit de les utiliser, ni pour les transformateurs électriques, ni pour les, par exemple, on en mettait dans les peintures pour les piscines, enfin, il y en avait partout. Bien, ils sont toujours très présents parce qu'ils ont la capacité de s'accrocher aux graisses des animaux, des sols, et ils voyagent, ils sont très volatiles, et c'est comme ça qu'on en retrouve, y compris chez les ours blancs, et c'est une des raisons d'ailleurs de problème de reproduction des ours blancs dans l'Arctique, etc. Alors, aujourd'hui, les rivières comme la Seine, là encore ces jours-ci, j'apprenais qu'il y avait des pêcheurs qui, après le déconfinement, sont allés pêcher dans la Seine, et en fait, ils les pêchent puis ils les rejettent parce qu'il est interdit de les manger parce qu'ils sont bourrés de PCB. Et donc toujours aujourd'hui, donc c'est très difficile de décontaminer les sols qui sont imprégnés de PCB. Alors, ils avaient une usine Monsanto à Anniston dans l'Alabama, où finalement 5000 habitants ont porté plainte, une première grande plainte collective, et ils ont gagné. À l'époque, Monsanto avait été condamné au civil, parce que ça c'est l'un des problèmes, c'est que c'est la seule chose qu'on peut faire contre des multinationales aujourd'hui, malheureusement toujours, c'est essayer d'obtenir des dédommagements pour les dégâts qu'on a subis. On ne peut pas envoyer en prison les dirigeants des multinationales, peut-être on en reparlera, enfin voilà. Et donc c'était la plus grande fine en anglais, hein, donc la plus grande amende payée par une multinationale à l'époque. On est en 2003 et c'était 700 millions de dollars, voilà. Et, dans la foulée, partout, les PCB ont été interdits. Donc voilà, ça c'est l'un des produits les plus toxiques mis sur le marché par Monsanto. Ensuite, il y a toute une série d'herbicides. Alors, il y avait le DDT aussi, hein, mais ils n'étaient pas les seuls, hein. Il y avait aussi Dow Chemicals, qui est aussi interdit aujourd'hui. C'est un perturbateur endocrinien, c'est aussi un POP, donc un polluant organique persistant dont on n'arrive pas à se débarrasser, même s'il est interdit depuis très longtemps. Il y avait aussi deux herbicides tristement célèbres. Tran en parlera peut-être encore plus que moi, mais moi j'ai aussi travaillé sur cette question. Donc le 2,4,5-T et le 2,4-D, deux herbicides qui, quand on les mélangeait, donnaient le fameux et tristement fameux agent orange, dont 80 millions de litres ont été déversés sur à peu près 3 millions d'hectares de forêt, 3000 villages pendant la guerre du Vietnam. C'est l'équivalent. Alors l'un des deux, le 2,4,5-T, est un produit qui, lors de sa fabrication, produit justement de la dioxine. Parce que vous savez que la dioxine n'existe pas à l'état naturel, c'est un sous-produit des processus de fabrication. Et ça, Monsanto le savait depuis très longtemps. Moi, j'ai par exemple raconté dans Le Monde selon Monsanto comment, en 1949, ils avaient eu un incident technique grave avec une cuve de 2,4,5-T à Nitro, en Virginie. Et ils ont secrètement demandé à leurs scientifiques, entre guillemets, avec plein de guillemets, d'accumuler les données. Ils ont suivi les ouvriers qui avaient été exposés, donc gravement exposés lors de cet incident. Et ils ont constaté qu'ils développaient une maladie dont on ne savait rien à l'époque, maintenant qu'on connaît, voilà, qui s'appelle la chloracne, qui est une maladie de la peau très déformante, très défigurante, et qui souvent s'accompagne parce que voilà, de problèmes de cancer du foie, par exemple, etc. Ils ont accumulé toutes ces données secrètement, n'ont rien dit. Et
Cette affaire est ressortie, bien après quand, au début des années 70, au moment de la guerre du Vietnam, les vétérans qui, souffraient bon, par exemple de chloracte, mais aussi de cancer, ont fait la première plainte et action collective, c'est exactement en 1970, pour obtenir des réparations, parce qu'ils pensaient que c'était l'agent orange qui, et notamment le 2,4,5-T qui avait provoqué leur problème de santé. Bon, finalement, il y a eu un arrangement à l'amiable, hein, en 1984. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme Monsanto contestait le fait que le 2,4,5-T contienne de la dioxine et surtout que la dioxine soit un produit cancérigène, ils ont carrément manipulé les données qu'ils avaient accumulées depuis cet accident dans l'usine de Nitro, en ayant recours à un scientifique, encore une fois, entre guillemets, un certain docteur Zuskind, qui travaillait pour l'université américaine, mais dont le laboratoire était spécialisé pour travailler avec les multinationales, notamment Monsanto. Et il a accepté de manipuler les données que Monsanto avait fournies sur les suites sanitaires de l'accident de Nitro en trichant. Alors, je vais vous donner simplement un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, ce ordre de Monsanto? Vous savez, quand vous voulez prouver si un produit est cancérigène ou pas, et que vous avez, par exemple, dans le cas des données liées à un accident comme celui dont j'ai parlé, eh bien, vous avez, normalement, vous prenez le groupe des personnes contaminées que vous avez suivies, vous regardez s'ils ont des cancers ou pas, voilà, et puis vous comparez avec un groupe contrôle qui est censé ne pas avoir été contaminé pour voir s'il y a plus de cancers dans le groupe exposé que dans le groupe qui n'a pas été exposé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le brave Zuskind? Eh ben, il a mélangé dans le groupe des contrôles des ouvriers qui avaient été exposés. Donc, il les a mélangés. Donc, du coup, il y avait autant de cancers dans les deux groupes et à la fin, ils se sont dit, voilà, il n'y a pas le 2,4,5-T n'est pas cancérigène. Et ce qui a fait que pendant des années, d'ailleurs, les vétérans n'arrivaient pas à obtenir gain de cause parce que les 3 études publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, hein, c'est pour vous dire, disaient qu'il n'y avait pas de lien entre la dioxine et les cancers qu'ils avaient. Cette histoire a été découverte par une femme très, très courageuse de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, Kate Jenkins, qui a mis son nez là-dedans et qui s'est rendu compte de la triche, quoi. Et ça avait fait une énorme affaire à l'EPA, mais sauf que l'énorme affaire, dans un premier temps, elle a surtout causé des problèmes à Kate Jenkins, qui a eu d'énormes pressions, y compris de l'EPA, pour revenir sur ce qu'elle avait dit. Elle a été menacée de licenciement, etc. Et finalement, son chef a été plus courageux, et moi je l'avais interviewé, et l'affaire a été connue, voilà. Alors là, d'ailleurs, on voit au passage un mode de fonctionnement de Monsanto. J'en ai longuement parlé à l'époque, voilà, c'était pas très connu, ce qu'on appelle en anglais les revolving doors, les portes tournantes, hein, qui font que moi j'avais relevé une centaine de personnes qui avaient travaillé chez Monsanto et qui ensuite devenaient occuper des postes très importants dans les agences américaines, l'EPA par exemple, ou la FDA, la Food and Drug Administration, donc, et ensuite retourner chez Monsanto. Donc voilà, une collusion totale, extrêmement bien rodée entre Monsanto et l'administration américaine. Voilà. Alors, pour ce qui est des Vietnamiens, mais Tran en parlera, dans la foulée des vétérans, eh bien, il y a eu une première class action de victimes vietnamiennes, hein, en février 2004, et qui a été rejetée à l'époque par le juge Jack Weinstein ou Weinstein, selon la manière dont on le prononce, avec un motif imparable, que l'usage militaire d'herbicides n'était pas interdit, était interdit par aucune loi internationale. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Alors, un autre produit très controversé, c'est l'hormone de croissance bovine, RBGH, en anglais RBGH, qui est une hormone transgénique qu'on injecte aux vaches pour augmenter la production de lait. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais même histoire, la FDA à l'époque, on est dans les années 70, les scientifiques internes de la FDA s'étaient complètement opposés à la mise sur le marché de cette hormone de croissance, parce qu'ils avaient constaté que ça provoquait d'abord de graves maladies chez les vaches, qui avaient des mammites, des infections, des pies, etc. Et donc, il y a un vétérinaire, notamment Richard Burrow, que j'avais retrouvé. Je dis bien retrouvé parce qu'en fait, il a dénoncé tout ça au sein de la FDA en disant qu'il faut absolument pas mettre ce produit sur le marché parce que d'abord, c'est très mauvais pour les vaches et puis ça sera aussi très mauvais pour les humains. Bon, je rentre pas dans les détails pourquoi, hein, mais voilà.
et il s'est fait virer de la FDA. Voilà, et moi je l'avais retrouvé avec pas mal de… C'était pas très évident parce qu'il avait disparu de la circulation, et il m'avait raconté tout ça. Au même moment, au Canada, d'autres scientifiques de Health Canada, qui est leur agence sanitaire, l'équivalent de la FDA au Canada, 3 scientifiques tombent sur les mêmes données et puis disent pareil, c'est pas possible qu'on autorise cette hormone de croissance, c'est trop dangereux, etc. Et là, il y a une tentative de corruption qui est très avérée parce que ça a donné lieu à une commission sénatoriale au Canada où Monsanto a proposé 3 millions de dollars à ces scientifiques pour qu'ils se taisent, quoi. Et enfin voilà. Donc ça c'est un autre exemple. Alors il y a bien sûr aussi l'exemple du fameux Roundup, qui est donc, il faut savoir que quand le 2,4,5-T, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'un des composants de l'agent orange, a finalement été interdit, après toutes les manips de Monsanto, a quand même fini par être interdit en 1974, eh bien, a suivi un autre produit, parce que ça se passe toujours comme ça, et je crains fort que ça continue aujourd'hui avec le Roundup et le glyphosate. Eh bien, on a mis un autre produit sur le marché qui le remplaçait, et c'était les herbicides à base de glyphosate, et dont le nom, la marque de Monsanto, c'est le Roundup. Donc voilà, alors on reparlera, je pense que je continue comme ça, ou ça te va comme ça, ou je continue sur le Roundup, tu veux me poser une question? Non, bah, tu peux continuer pour compléter sur le Roundup, et puis Voilà. après, Alors, le Roundup, qui est donc l'herbicide le plus vendu au monde, dont le principe actif, c'est le glyphosate. Alors là, moi, à l'époque, quand je fais le monde sur le Monsanto, on ne sait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un nouveau livre et un nouveau film qui s'appelle Le Roundup face à ses juges. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand un herbicide est mis sur le marché, les multinationales comme Monsanto doivent fournir un certain nombre d'études toxicologiques aux agences de réglementation, et ces études toxicologiques sont couvertes par le secret commercial, ce qui fait les scientifiques indépendants n'ont pas accès aux données, c'est un vrai scandale, hein, cette histoire. Et ensuite, eh bien, le produit est mis sur le marché, et bien sûr, moi, ce que j'ai découvert, c'est que toutes les études fournies par Monsanto, en général, sont complètement, j'avais dit, je vais aller carrément bidon, hein. D'ailleurs, ils ont été condamnés 2 fois par rapport au glyphosate. D'abord à la fin, enfin pas condamnés en fait, c'est pas eux qui ont été condamnés, c'est ça le problème. À la fin des années 80, il y a eu un énorme scandale aux États-Unis avec les labos IBT, qui étaient un laboratoire qui travaille pour l'industrie chimique et qui fait les fameux tests que doivent fournir les multinationales pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de leurs produits. Et lors d'un contrôle de routine, l'EPA, qui est pourtant pas très, comme je vous ai dit, voilà, très courageuse, a quand même découvert des trucs incroyables dans ce laboratoire. Pardon? Zoom ratio. Pardon? Continue, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, il y a un petit problème technique. Donc, c'est le laboratoire IBT, il était justement en charge de faire les tests sur le glyphosate. On est au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Et je cite par exemple ce qu'ont découvert les agents de l'EPA. Il est difficile de ne pas douter de l'intégrité scientifique de l'étude quand les chercheurs d'IBT expliquent qu'ils ont conduit un examen histologique des utérus prélevés sur des lapins mâles. C'est pour vous dire qu'ils sont vraiment… voilà. Alors, on découvre ça, que finalement, toutes ces études, dont 30 tests faits sur le glyphosate, sont complètement… c'est du grand n'importe quoi. Et donc, le directeur du laboratoire est condamné, mais pas Monsanto. Et d'ailleurs, on découvre que le directeur du laboratoire, c'est qui? C'est Paul Wright, qui est un ex-toxicologue de Monsanto. Donc, vous voyez, alors ce monsieur va être condamné, mais pas pas Monsanto lui-même. Voilà. Au début des années 90, nouvelle condamnation dans un nouveau labo Craven, il s'appelle ce laboratoire, pareil, accusé d'avoir falsifié des études censées évaluer les résidus de glyphosate sur des aliments. Mais c'est pareil, on condamne le directeur du laboratoire, mais pas Monsanto. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que malgré tout ça, le glyphosate est quand même autorisé et mis sur le marché. Alors, vous savez qu'ils ont dit que c'était leur grande publicité, que c'était un produit qui était bon pour l'environnement, biodégradable. Alors, pareil, au début des années, fin des années 90 par là, à New York, eh bien, un tribunal s'empare de cette affaire. Sont une association qui porte plainte pour publicité mensongère, et ils obtiennent gain de cause parce que voilà, ils découvrent par exemple qu'il y a des documents secrets de Monsanto qui montrent que c'est pas du tout biodégradable et que
par exemple, 2% du produit est détruit au bout de 30 jours. Donc, c'est loin, on est très, très, très loin de la biodégradabilité. Donc, ils sont condamnés dans cet État américain. Ils n'ont plus le droit de proclamer que le Roundup est biodégradable et bon pour l'environnement. Mais comme par hasard, c'est très étonnant, cette condamnation n'a jamais traversé l'Atlantique, parce que nous, au même moment, en France, on avait une belle publicité qui était sur toutes les télés, avec un petit chien Rex, qui jappait de bonheur en bouffant un os imbibé de Roundup. Vous vous rappelez peut-être de cette publicité. Et ce qui a beaucoup troublé l'association des eaux et rivières de Bretagne, qui fait un excellent boulot, qui s'est dit, il y a un truc qui va pas là, à New York, ils disent que c'est pas vrai, et donc ils ont porté plainte, et ils ont gagné au bout de 7 ans de procédure, hein, parce que Monsanto avait toujours une technique très éprouvée. La filiale française est siège à Lyon, donc le procès avait lieu à Lyon, et ben ils venaient pas au procès, donc c'était tout le temps repoussé, ce qui leur permettait de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans de campagne, quoi. Et au final, en 2007, les dirigeants de Scott France, qui est le distributeur de Roundup en France, et de Monsanto étaient condamnés à 15 000 € d'amende, donc c'est autant vous dire que ça vaut le coup de tricher, parce que vu ce que ça leur a rapporté, c'était rien, quoi. Voilà. Alors, ce Roundup aujourd'hui, on en reparlera après peut-être, en tout cas très très rapidement, ce Roundup, on va beaucoup en parler aussi parce que il est lié aux OGM, aux organismes génétiquement modifiés. Alors c'est vraiment, bon, ceux qui n'ont pas lu mon livre, je vous invite à le faire, parce que je pense qu'il y a des révélations qui sont toujours d'actualité aujourd'hui dans ce livre. Je montre toutes les manipulations de Monsanto et comment ils vont infiltrer la FDA, donc la Food and Drug Administration. Le vice-président, à un moment, c'est un avocat qui était l'un des avocats de Monsanto, Michael Taylor, que j'ai réussi à retrouver, et ils vont manipuler pour que les OGM soient considérés comme des plantes lambda, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence en substance, hein. Donc comme un OGM, c'est un gène de plus, bon voilà, un gène qui donne la résistance au Roundup, ça change rien, donc il n'y a pas de raison de faire des tests, et c'est ça c'est la doxa, hein, qui va voilà, être appliquée partout dans le monde. Comme c'est une plante, finalement, bon, on fait pas de test sur du soja, alors pourquoi on ferait un test sur un soja transgénique qui a été manipulé génétiquement pour pouvoir être arrosé de Roundup sans en être affecté. Donc voilà le principe, sur un champ de soja transgénique, on balance le Roundup, ça détruit les mauvaises herbes et le soja n'est pas affecté. Alors, évidemment, encore une fois, eh bien, on retrouve toutes les stratégies développées par Monsanto pour tous les autres produits, hein, c'est-à-dire, et maintenant on le sait encore plus en détail, parce que comme je disais en introduction, les études fournies par Monsanto étant couvertes par le secret commercial, on n'y a pas accès. Et pour pouvoir donc savoir si un produit est toxique ou pas, il faut qu'il y ait des laboratoires indépendants, des universitaires qui se penchent sur la question. Sauf que il y a tellement de produits chimiques, on estime 100 000 produits chimiques environ mis sur le marché depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas se mettre sur tous les produits dans tous les sens. Et voilà. Quand ils le font, c'est parce qu'il y a des populations humaines, des agriculteurs, des usagers qui se plaignent un peu partout, et là ils se disent on va se mettre là-dessus. Donc ils le font, et c'est ce qui s'est passé dans les années 2010. Mais avant, c'était vrai pour le DDT, c'est pareil, hein. Donc à un moment, il y a plein de laboratoires indépendants qui commencent à se pencher sur la question, et c'est ce qui a fait que entre mon premier livre sur Monsanto et le livre sur le Roundup, des centaines d'études ont été publiées indépendantes pour répondre à cette question, vu que c'était l'herbicide le plus vendu au monde, qui était vraiment avec un tas de rumeurs qui couraient sur ses effets nocifs, sur la faune, sur les poissons, sur les humains, voilà, ils ont produit énormément d'études, ce qui a permis au CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS et qui est basé à Lyon, de faire ce qu'on appelle une monographie du glyphosate. Il faut savoir que le CIRC, qui est constitué d'experts indépendants, qui sont nommés en fonction de leurs compétences, voilà, en rapport avec un produit, eh bien, ne fait ses monographies, et donc son évaluation du potentiel cancérigène d'un pesticide, par exemple, que s'il y a des études publiées dans la littérature scientifique, parce qu'en fait, ils ne se fondent que sur les articles publiés dans la littérature scientifique. Alors quand il n'y en a pas, ils peuvent pas. C'est très pratique pour Monsanto, parce qu'ils disent, voilà, ils ont dit ça longtemps avec le glyphosate, hein. Le CIRC n'a jamais dit que c'était cancérigène. Évidemment, ça ne voulait pas dire que ce n'était pas cancérigène, ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas faire d'évaluation parce qu'il n'y avait pas d'études indépendantes qui leur permettaient de fonder leur évaluation. En revanche,
comme entre-temps, il y avait toutes ces études publiées, donc en 2015, les 17 experts nommés par le cirque se penchent sur un millier d'études qu'ils sélectionnent. Ils en gardent 250 parce qu'ils se disent que ces études sont très sérieuses, sont très bien faites, et ils concluent que c'est un cancérigène probable pour les humains, catégorie 2A. Alors, souvent on dit « ah ouais, probable », ça veut dire que c'est pas très sûr. Non, c'est pas du tout ça. Alors, il faut rentrer un petit peu dans le mode de fonctionnement du cirque. Ils ont 3 catégories. Le groupe 1, qui est cancérigène sûr pour les humains, et pour pouvoir mettre un produit, un pesticide dans cette catégorie, il faut avoir des données épidémiologiques, c'est-à-dire des données sur les humains très solides. C'est très difficile avec un produit comme le glyphosate. La seule manière de le faire, je donne toujours cet exemple et on comprend bien, la seule manière d'être sûr que quand quelqu'un a un cancer, c'est bien lié au glyphosate, s'il a utilisé du glyphosate, eh bien, ça serait de mettre des humains dans une cage, des volontaires pendant 30 ans, et puis de les asperger régulièrement de glyphosate, et puis de voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très compliqué. Alors l'amiante, par exemple, est dans le groupe 1 parce que quand on a été exposé à l'amiante, on développe un certain type de cancer très rare, et on peut donc dire, voilà, c'est le cancer de la plèvre, ça vient de là. Alors, quand on est dans le groupe 2A, ça veut dire que il y a beaucoup d'études sur les animaux qui montrent que c'est un produit cancérigène. Donc, pour le cas du glyphosate, c'est très clair. Il y a plein d'études indépendantes qui le montrent. Et d'ailleurs, au passage, on a découvert que même des études de Monsanto, qui étaient classées par le secret commercial, eh bien, montraient que c'était cancérigène chez les animaux. Mais évidemment, ils les ont cachées ou parfois transmises, mais les agences de réglementation n'en tenaient pas compte. Ouais. Voilà. Et donc, ben voilà, aujourd'hui, on est avec ce produit qui est assez cancérigène et qui a beaucoup d'autres fonctions très inquiétantes, perturbateurs endocriniens, chélateurs de métaux. En 2010, Monsanto a obtenu un brevet parce que c'est aussi un antibiotique. Donc, quand on a des résidus, ce qui est le cas de tout le monde aujourd'hui, des résidus de glyphosate dans son organisme, on a des résidus d'un antibiotique, c'est pas une très bonne nouvelle. Quand on sait le problème de la résistance aux antibiotiques qui se développe un peu partout. Donc voilà. Alors, les OGM sont liés à ce Roundup. Et pour moi, la question principale et pourquoi Monsanto a développé ces OGM, c'est évidemment pour vendre du Roundup, parce que d'ailleurs, aux États-Unis, quand vous achetez des OGM, Roundup Ready, comme on dit, prêt pour le Roundup, vous devez acheter en même temps le Roundup de Monsanto et pas d'autres marques, parce qu'entre-temps, le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public. Donc voilà. Et pour moi, la seule raison et principale, parce que voilà, vendre du Roundup, et la raison principale, c'est que comme ces organismes ont été modifiés génétiquement, et c'est là l'une des contradictions de Monsanto, parce que d'un côté il dit mais non, c'est exactement pareil qu'un soja, il n'y a qu'un gène de plus, ça change rien, donc pas besoin de faire des tests pour vérifier si les OGM en tant que tels sont toxiques. Mais de l'autre, il demande un brevet parce qu'il dit qu'il a inventé quelque chose de nouveau, donc c'est totalement contradictoire. Et comme il a un brevet, eh bien, comme je monte dans le monde sur le Monsanto, je suis allé aux États-Unis, ils ont créé une police des gènes qui se balade dans tous les États-Unis, dans l'Iowa, enfin dans les grandes plaines où on cultive sur des millions d'hectares du soja transgénique ou du maïs transgénique ou du colza transgénique résistant au Roundup, pour vérifier que les paysans, les agriculteurs ont bien respecté le brevet qui les oblige à racheter des semences tous les ans et à ne pas ressemer une partie de leur récolte comme on le fait depuis la nuit des temps. Et s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont racheté des semences, ils sont condamnés. Il y a eu plein de faillites dues aux condamnations en raison de la violation du brevet. Donc, les OGM sont un outil pour s'emparer des semences et contrôler toute la chaîne alimentaire, parce qu'évidemment, quand on contrôle les semences, on contrôle tout et on contrôle les peuples aussi. Donc, c'est un outil d'hégémonie et de monopole sur toute la chaîne alimentaire. Donc voilà, pour les OGM. Très bien, effectivement, on voit donc au-delà de la toxicité des produits, il y a aussi une volonté de contrôler le système. Et puis, il y a une idée reçue que les OGM, en fait, permettraient de réduire l'utilisation des pesticides, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, alors ça c'est complètement faux. Mais très vite, on s'en est aperçu, parce que déjà en 2009, moi, le premier OGM donc semé dans les champs, c'est en 1997, c'est du soja transgénique résistant au Roundup. Dès 2004, des études ont montré que non seulement ça ne réduisait pas la consommation d'herbicides, mais ça contribuait à l'augmentation du Roundup pour des raisons très simples et qui sont tellement évidentes, parce que les mauvaises herbes, entre guillemets,
Les adventistes qui étaient censés détruire le Roundup, eh ben, ont développé une résistance au Roundup à force d'un usage répété, intensif du Roundup. Et moi, j'étais récemment on le voit dans le monde, dans le Roundup face à ses juges, très impressionnant. Hein. Je suis allé là-bas, j'ai refilmé là-bas avec des agronomes et tout, qui tirent la sonnette d'alarme. C'est un vrai désastre, quoi. C'est-à-dire que l'amarante, par exemple, qui est considérée comme une mauvaise herbe aux États-Unis, mais pas au Mexique où j'ai filmé aussi, où c'est considéré comme une plante. Moi, j'en mange, c'est très bon, l'amarante, mais faut pas manger celle qui est résistante au Roundup, évidemment. Eh bien, elle est devenue tellement résistante que il y a des milliers et des milliers d'hectares qui ont été abandonnés aux États-Unis, ils ne peuvent plus cultiver parce que cette amarante, elle fait 15 000 graines par pied, elle se multiplie et elle est résistante au Roundup. Donc, Monsanto, du coup, avait fait 2 recommandations. La première est assez risible pour une multinationale qui se prétend à la tête de la technologie. Elle avait dit qu'il fallait employer des étudiants et des sans-papiers pour arracher à la main les amarantes indestructibles. Donc. Et puis, deuxièmement, elle a recommandé d'utiliser du 2,4-D, l'autre composant de l'agent orange, interdit en Europe mais pas aux États-Unis, pour détruire toutes ces mauvaises herbes qui sont devenues résistantes. Donc, en plus, les sols sont complètement morts parce qu'évidemment, ça tue tout. Hein. En Amérique latine, on appelle le Roundup le El Mata Todo, celui qui tue tout. Il tue vraiment tout. Il tue les vers de terre, il tue tout. Enfin, bref, c'est un chélateur de métaux, ce que j'ai expliqué aussi tout à l'heure rapidement. Mais il faut savoir que le premier brevet déposé sur le glyphosate, c'est pas Monsanto qui l'a déposé, c'est une autre multinationale américaine. C'est ce que je révèle dans le Roundup face à ses juges, parce que personne ne savait. C'est en 1964, c'est Staufel Chemical qui achète cette molécule inventée par un Suisse dans les années 50, dont personne ne savait quoi faire, et qui découvre que c'est un excellent détergent, notamment des chaudières. Voilà, et c'est d'abord vendu comme pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau, et c'est ce qu'on appelle un chélateur de métaux. Hein. Donc voilà, et alors c'est très inquiétant parce que vous verrez dans mon livre Le Roundup face à ses juges, un chélateur de métaux, quand on a des résidus dans son organisme, c'est pas une bonne nouvelle parce que tous les bons minéraux qui sont dans notre intestin sont expurgés par les résidus de glyphosate. Enfin bon, bref. Pour les sols, c'est un désastre. Donc voilà, ça n'a pas du tout permis, au contraire, mais moi je donne tous les chiffres, hein, il y a une explosion des ventes du Roundup à cause justement des OGM. Et Monsanto le savait très bien, tout ça a été très bien documenté. Moi, j'ai tous les témoignages, tous les documents. Enfin, ils ont vraiment menti. On l'a découvert notamment au moment des fameux Monsanto Papers. Hein. Les fameux Monsanto Papers, je sais pas si on va en parler tout à l'heure, oui. Voilà, donc c'est un mensonge. C'est pareil d'ailleurs pour l'autre OGM qu'ils ont développé, qui sont des OGM résistants, enfin qui incluent OGM BT. BT, c'est une bactérie du sol, Bacillus thuringiensis, qui a la capacité, qui est un insecticide, donc ils ont introduit un gène qui permet aux plantes de fabriquer en permanence cette bactérie, et maintenant aujourd'hui on sait que partout les OGM, les plantes BT sont devenues résistantes, il faut de plus en plus et ça marche pas, quoi. Et les mauvaises herbes en même temps résistantes au BT. Donc voilà, ça marche pas. Le seul truc qui marche en revanche, c'est que un peu partout dans le monde, Monsanto a imposé des OGM transgéniques avec le brevet qui va avec, et ça contribue à un effondrement de la biodiversité des semences absolument terrible en Argentine, au Brésil, partout. Voilà. Ouais, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les agriculteurs continuent à utiliser des produits Monsanto, sachant les problèmes, un peu la renommée sulfureuse de l'entreprise? C'est pas très facile. Moi, quand j'étais aux États-Unis pour les moissons du futur, j'avais rencontré un grand producteur de soja et de colza transgénique dans le Midwest, et de maïs, très déprimé, qui expliquait, c'était vraiment assez touchant en fait finalement, parce qu'on voyait vraiment quelle impasse il était, quoi. Qu'il fallait toujours de plus en plus. Alors maintenant, ils ont des OGM, ils appellent ça à 4 traits. Les traits, c'est les gènes, donc un gène de résistance au random, un gène de BT, enfin, etc., etc. Et il disait, voilà, les semences, le prix est de plus en plus élevé, il faut que je mette de plus en plus d'engrais. Il avait 500 hectares, il était totalement. Et je dis, alors, et je suis inquiet pour la santé, parce que voilà, pourquoi vous changez pas? Sauf qu'il me répond, oui, mais comment on fait pour changer, quoi? C'est toujours la même question, quoi. Quand on veut, moi à l'époque, comme j'étais en relation avec un institut américain extraordinaire qui pratique l'agroécologie
et qui aide des agriculteurs à faire la transition. J'ai mis un rapport en disant le Revolt Institute, j'avais dit contactez-les, mais sauf qu'il faut vraiment avoir une sacrée volonté, quoi. Encore, alors déjà en Europe, il la faut, mais alors aux États-Unis, quand vous voyez l'état du Midwest, passer de 500 hectares de GM à un autre modèle agricole, ok, mais il faut vraiment être accompagné, quoi. C'est-à-dire, ils savent plus d'abord, c'est plus des agriculteurs, ils savent pas. Et puis il faut désintoxiquer les sols. Mine de rien, c'est quand même pas rien. Donc il y a une période de transition. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la période de transition? Vous voyez, s'il n'y a pas une politique agricole très volontariste d'accompagnement de cette transition, ben c'est pas facile de changer, quoi. Hein. Ça c'est clair. Hein. Enfin, Oui, non, c'est sûr. On va voir, je vais demander à Robin s'il y a des questions du public. Est-ce que… Oui. Alors oui, merci pour vos réactions et vos questions. Donc, on a déjà une question sur les Monsanto Papers. Alors, du coup, comme on l'a dit, ça sera abordé plus tard, donc on va pas la poser tout de suite. Il y a pas mal de questions sur le lobbying également, mais ça sera abordé plus tard dans la conférence, donc je vais les laisser de côté pour le moment. Et donc, voici la question que j'ai. Pouvez-vous aussi évoquer les suites du tribunal international Monsanto à La Haye en 2016? Oui, à La Haye. La Haye en Hollande. Oui, alors j'étais la marraine des tribunal international de Monsanto. D'ailleurs, si vous regardez mon documentaire, le Roundup, c'est juste, c'est assez extraordinaire, hein, cette initiative. C'est le fil conducteur de mon film et de mon livre, en fait. Bon, moi, j'avais été contacté à l'époque par 2 Suisses qui avaient vu le monde sur le Monsanto et qui, depuis, sont venus me voir à Paris en 2014 en me disant on a lu votre livre, on a vu votre film et on aimerait faire un tribunal citoyen contre Monsanto. Bon, je m'étais dit oh là là, ils sont un peu fous et on voudrait que vous soyez la marraine. Bon, finalement, j'avais accepté et on avait donc organisé ce tribunal à La Haye qui est évidemment un lieu symbolique parce qu'il y a la cour internationale de justice là-bas. Et à la cour criminelle, la cour internationale. Enfin, donc c'était symbolique évidemment. Et on a donc réuni, c'était aussi mon boulot de sélectionner des experts, des victimes du monde entier, donc qui sont tous rendus là-bas. C'était 2 jours en octobre. Alors je dis pas de bêtises, 2016. Ouais, 2016. Voilà. Oui, c'est ça, je crois. Et donc très intéressant parce qu'en fait, sont venus, par exemple, il y avait un avocat américain qui est venu avec la première agricultrice, une productrice de café de Hawaï qui avait porté plainte, la première à porter plainte contre Monsanto à l'époque pour le Roundup. Donc il faut savoir, tout à l'heure, je disais que le cirque donc, avait classé donc, comme cancérigène probable pour les humains le glyphosate, ce qui avait fait qu'aux États-Unis, vous savez, à l'américaine, des cabinets d'avocats se sont appuyés sur cette classification du cirque et ont lancé un appel à témoins. Donc elle, c'était la première, Christine Shepard, et donc c'était la première plainte déposée. Alors je rappelle qu'aujourd'hui c'est 20 000. Hein. Il y a 20 000 plaintes déposées. Alors tous des agriculteurs ou des utilisateurs de Roundup, de glyphosate, qui souffrent d'un lymphome non-Hodgkinien. Alors ça c'est un détail, mais pourquoi? Parce qu'en fait le cirque, comme je l'ai dit, ne travaille que sur des études publiées dans la littérature scientifique. C'est là-dessus qu'ils fondent ces évaluations. Et il se trouve que le lien entre le lymphome non-Hodgkinien et l'exposition au glyphosate est particulièrement bien documenté dans les études publiées. C'est pourquoi tous ceux qui ont porté plainte aux États-Unis souffrent tous d'un lymphome non-Hodgkinien qui est un cancer du sang. Donc, elle était venue, lui, l'avocat aussi. Enfin, c'était très précurseur parce que je rappelle qu'1 an après, premier procès gagné par un jardinier californien, mais voilà, il était aussi défendu par le même avocat qui était venu à La Haye. Donc voilà. Alors, il y avait des riziculteurs du Sri Lanka, il y avait des agriculteurs d'Argentine, il y avait une maman qui vient du sud de la France, qui a utilisé du Roundup, un herbicide à base de glyphosate et qui avait donné naissance à un petit garçon qui avait une malformation congénitale très grave. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film, c'était très troublant. Elle a porté plainte aussi d'ailleurs avec William Bourdon aujourd'hui, grâce à tout ce travail. Parce qu'on sait que quand vous êtes exposé in utero, donc quand votre maman utilise du glyphosate ou vit dans un environnement où il y a des épandages de glyphosate au tout début de la grossesse, eh bien, ça provoque des malformations congénitales sur votre enfant à naître. Donc voilà. Alors, le but du tribunal, c'était aussi non seulement de dénoncer tous les dégâts causés par le glyphosate partout dans le monde, mais aussi de contribuer à
à la reconnaissance d'un nouveau crime qui est le crime d'écocide, le crime contre les écosystèmes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans le cas des PCB par exemple, mais c'est vrai pour tous les produits chimiques, pour l'instant on n'a aucun moyen pour envoyer en prison les dirigeants des multinationales qui sont responsables de ces forfaits, et même quand on peut prouver qu'ils le savaient, quoi. Parce que parfois, bon, on peut se dire, ils ne savaient pas, donc voilà. Mais là, on a toutes les preuves. Hein. Dans le cas des PCB, c'est 500 000 documents qui ont été déclassifiés lors du procès à Aniston, et c'est très clair, vous verrez, enfin, j'en cite beaucoup dans mon livre, Le Monsanto, c'est très clair que Monsanto, pour le glyphosate, c'est la même chose. Hein. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, notre raisonnement, je dis notre, parce qu'on était donc... il y avait un comité scientifique et de pilotage dans lequel il y avait Corinne Lepage, par exemple, en France, Vandana Shiva, enfin, Olivier de Scuter, l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, etc. Donc, on voulait que les juges qui siégeaient à ce tribunal, qui était donc un tribunal citoyen convoqué par la société civile, mais présidé par de vrais juges, hein, et ça c'était très important, qui ont accepté de siéger dans ce tribunal, dont la présidente c'était Françoise Tulkens, qui a été vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui retraitée, donc voilà, mais c'était une vraie juge. Donc on leur a demandé aussi, bon, d'abord de mettre un avis, parce que évidemment c'est qu'un avis, on appelle ça une opinion juridique d'autorité, parce qu'elle est émise par de vrais juges, mais elle n'a pas de valeur juridique dans le sens où, voilà, c'est symbolique, mais ils se sont appuyés sur toutes les données, sur tous les textes internationaux, et ils ont dit que Monsanto n'agissait pas évidemment conformément à ces textes. Et puis deuxième chose, on voulait que si le crime d'écocide était reconnu, qui permettrait d'envoyer au pénal donc les dirigeants des multinationales responsables de crimes contre l'environnement, eh bien qu'ils se prononcent, et ils sont prononcés, et ils ont dit que si le crime d'écocide était reconnu, eh bien on pourrait considérer que Monsanto en est coupable, et que le glyphosate est un outil d'écocide, parce qu'il affecte les sols, l'eau, l'air, les plantes, les animaux et les humains. Voilà. Tout ce qui constitue les écosystèmes. Il les détruit ou il les rend malades. Donc voilà. Alors, ça a eu un impact, hein, parce que la presse, finalement, en a beaucoup parlé. Et puis après, dans la foulée, il y a eu le procès gagné par le jardinier californien. On était vraiment en avance. D'ailleurs, moi, je raconte tout ça dans le round-up face à ces juges. Hein. Et la suite nous a donné raison. Mais pour l'instant, la reconnaissance du crime d'écocide, c'est toujours pas acquis. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Hein. Il y a une initiative que je cite marrainée qui s'appelle End Ecocide on Earth, arrêtons l'écocide sur la planète, qui malheureusement a lancé une pétition citoyenne européenne, et il fallait 1 million de signatures pour que la Commission européenne s'empare de cette question. Malheureusement, on n'a obtenu que 700 000 signatures, c'est dommage. Mais voilà, ce combat continue.